Enfin, je sais pas, après on peut être bavard. Là, c'est vraiment un sujet de bavard. Très donc, bien, ça me donc, va. on commence. Bon, bah écoutez, bah, bonjour tout le monde. Bonjour Antoine et bienvenue sur Business Bar. Comment ça va, Antoine? Bah, écoute, ça va très bien. Tu m'as promis un sujet de bavard, donc écoute, ça donne envie. Hâte de Après, voir ce que ça va donner. je t'en avais un peu parlé. En fait, il y avait un concept. Moi, il y a un concept que j'adore sur YouTube ou en général. C'est les gens qui font les Build My Life. Enfin, non, pardon, ça c'est moi qui l'ai inventé, mais Build in Public. Mhm. Ils présentent tout sur leur business et tout. Et moi, j'ai eu l'idée de faire. Alors, je vais pas le faire le fond, mais le faire à deux, quoi. We build our business in public. Et après, j'ai même rajouté des éléments perso. Alors là, c'est des éléments perso qui me concernent, mais je suis sûr que tu vas en trouver. Et tout ça depuis le début de l'année. Donc là, on enregistre, on est fin février. Et l'idée, c'est de revoir un petit peu tout ce qu'on a fait dans notre business depuis janvier. Parce que moi, j'ai tout noté. Et on va discuter de ça un peu ensemble. Ça va aussi peut-être inspirer les gens pour voir un petit peu notre réflexion. Voilà, l'idée, c'est un Mhm. petit peu ça. Qu'est-ce que t'en penses? Mhm. Bah, très cool, trop bien. C'est toujours un bon travail tu vois, de prendre un peu de Ouais. hauteur et de te dire, ok, bah, par rapport aussi à nos objectifs, à notre plan, où on en est, tu vois. Parce que là, comme tu disais, on est fin février, donc on est quasiment aux 2 tiers de notre plan de 90 jours. Donc c'est Ouais. intéressant de voir où on en est. Ouais, non, c'est clair. Et bon, avant de commencer, nous, on veut devenir un podcast de référence dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, ça commence par petit 5 étoiles sur Apple Podcast, petit 5 étoiles s'il y a sur Spotify, je sais même pas s'il y a, like sur YouTube. Bref, quelle que soit la plateforme d'écoute, mettez un petit like, soutenez-nous et nous, on vous promet de délivrer un max de valeur. On commence. Bah, c'est marrant, je pense qu'on va commencer par un truc très simple, mais auquel t'es pas du tout préparé. On va faire un exercice de vision très simple. Genre là, on est en décembre 2025. Nos limites, on en est où? Sur tous les aspects, tu vois. C'est pas forcément les vidéopreneurs qui est notre business principal, mais tu vois, là, si tu te dis aucune limite, on en est où en 2025? D'un point Décembre. de vue business. Bon, tout. Ok. Décembre 2025, donc fin de cette année, on fait une très grosse année d'un point de vue structure de notre entreprise, de notre offre, et surtout aussi d'un point de vue volume de vidéastes qu'on accompagne. Et je pense que tu vois, on sera sur un tournant dans la mesure où on aura accompagné, je pense que fin 2025, on sera à 600 personnes accompagnées, et ça commence vraiment à faire un joli tournant dans la mesure où le marché commence vraiment à, tu vois, à être préparé à avoir des, Hmm. des, des vidéastes pro, des vidéastes professionnels. Donc ça, c'est très cool en termes de délivrabilité et en termes de promesses. Bah, on tient la route et puis on a mis tout ça en place. Et puis je pense que nous aussi, on s'est entouré d'une équipe de rêve et ça nous permet aussi de pouvoir avancer, de faire ce travail de vision et puis de pouvoir construire justement chaque étape de cette vision. Et je pense que tu vois, fin de l'année, on aura avancé sur d'autres business Hmm. au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, qui est un programme d'accompagnement pour les vidéastes. Non, mais clairement, bah écoute. Et ce serait quoi? Parce que toi, tu veux pas t'engager, mais c'est quoi notre business? On peut tout dire. Ah, moi j'allais tout balancer. Après, on Bah, verra. écoute, Au pire, on le fera pas parce que c'est vrai que là, on est au stade d'idée et vraiment, c'est une discussion. Hein, hmm. donc là, on va dire des trucs. Je pense que peut-être si on écoute dans 6 mois, on va se dire, ah ouais, mais ça, c'était nul. Hmm. C'est possible. Hein. En fait, dans notre travail de vision, euh, on a fait un travail avec Guillaume qui est de se dire, ok, comment l'écosystème qu'on a créé aujourd'hui peut faire levier sur d'autres business. Euh, et le mot faire levier est très important, c'est-à-dire que pour nous, ça veut dire avoir un avantage compétitif, un avantage injuste, ou aller dans la création d'une typologie de business qui euh, est facile parce que on a déjà créé les vidéopreneurs. Et dans cette logique-là, donc on a pensé à plein de choses, et c'est clair qu'on va créer une agence, une grosse agence nationale de production audiovisuelle. Ouais. Euh, et tu vois, je pense que clairement, fin d'année, on aura... parce que notre challenge, ça va être d'avoir cette offre-là nationale, et ça va surtout être d'un point de vue gestion interne. J'ai aucun doute sur l'aspect acquisition, je sais très bien que ça va fonctionner. C'est plus notre challenge, et je pense on aura trouvé des réponses d'ici là parce qu'on aura expérimenté, c'est comment délivrer finalement, mais Ouais. en interne, en mettant en fait en relation, en collaboration les bonnes personnes et en permettant la parfaite connexion
entre les membres du mastermind des vidéopreneurs et cette offre-là qui est très, pour le coup, B2B. Et cette offre-là, la cible, c'est des entreprises. Mm. C'est pas des vidéastes. Donc ça va être très intéressant de bosser là-dessus. Donc ça, c'est sûr qu'on va le lancer. Comme je disais, ça fait le levier parce qu'en fait, aujourd'hui, les vidéopreneurs, eh bien, il y a des membres partout sur l'Hexagone. On a des membres aussi en Suisse, en Belgique, au Québec. Et donc, en fait, ça fait une couverture géographique qui Ouais. est très intéressante pour des entreprises, justement, qui ont des besoins nationaux. Besoins Ouais. nationaux, ouais, bon, des besoins en tout cas sur le territoire. Et, euh, et donc, ça, c'est un avantage fou. Et puis, il y a l'autre avantage, c'est que les vidéopreneurs, bah, tu vois, il y a un label. Il y a tu vois, le tampon, je suis vidéopreneur. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait pour l'offre aux yeux des clients? Ça veut dire, bah, en fait, je peux compter, quel que soit le vidéopreneur. Bien sûr, il y aura une sélection et on est assez bon là-dedans à travers mon, aussi mon ancienne vie de chasseur de tête, mais il y aura bien sûr voilà, une sélection des recrutements. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que un client qui soit à Paris, à Toulouse, à Strasbourg, eh bien, même si c'est pas le même vidéopreneur qui sera là pour délivrer, eh bien, en fait, il y aura ce label. Ce sera la personne aura le même état d'esprit, le même sens du business, le même sens de l'expérience client, le même sens de la gestion de projet, le même process, en fait. Et, Mm. euh, et ça, c'est une valeur de ouf. Et donc, en fait, c'est ça notre avantage injuste, et c'est ce qui va faire que décembre 2025, on aura ces conversations-là. Ok, bon, maintenant, on a, euh, on a essuyé quelques plâtres, on découvre pas mal de choses, Ouais. il y a des couacs qu'on n'imaginait pas, et puis c'est normal. Et on a trouvé des réponses, et puis on optimise, quoi. On itère et on optimise. Ouais, ouais, je trouve que l'agence, le bénéfice qu'il y a, il y en a plusieurs. Il y a effectivement ce que tu as dit avec on peut intervenir sur tout le territoire national pour une entreprise. L'autre point, c'est que on a une connaissance marketing via le business en ligne avec les vidéopreneurs qui est. Parce que franchement, le business en ligne, ça reste, par rapport à d'autres secteurs, un truc de malade mental en termes de marketing. Tu vois, genre les connaissances que tu as en termes d'automatisation, de comment on fait de l'acquisition et tout, c'est quand même très élevé. Tu appliques les mêmes codes, mais tu vends pas tu fais pas un business en ligne, tu fais autre chose et tu vends dans le système beaucoup plus B2B, mais en fait, j'ai l'impression que tu es milliardaire, quoi. Et Mm. ces deux mondes communiquent pas. Et là, je me dis, avec cette expertise qu'on a mis au monde de la vidéo dans le B2B, non seulement tu as une agence nationale et tu peux intervenir partout pour des gros projets, en plus, nous, t'es un entrepreneur. Tu me dis, ouais, j'ai un événement, il est à Tremblay sur Velo, dans le centre de la France. Nous, on te sort une équipe de vidéastes là-bas, c'est sûr, parce qu'on a accompagné tellement de vidéastes. Et après, tu me dis, ouais, mais j'en ai un autre, il est je sais pas où. On te sort des vidéastes. À chaque fois, tu sais, combien de fois des amis à nous, entrepreneurs, nous disent, ouais, tu connais pas un vidéaste, on leur sort toujours des gens dans leur ville. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une plus-value énorme. Et clairement, ça fait levier sur un avantage injuste parce que le problème des agences, c'est quoi? C'est le recrutement. C'est de dire, bah, c'est chaud d'avoir des réseaux de freelance et de les entretenir dans toute la France. Sauf que nous, on a déjà un business qui fait ça, en fait. Mm. Et automatiquement, c'est un truc trop bien. Et l'autre point, c'est que franchement, on est. Je sais pas trop, mais en fait, je pense qu'on met beaucoup de cœur dans la communauté. Tu vois, on est vraiment présent et c'est notre naturel aussi. Et on a ce que s'appelle des ambassadeurs. C'est des gens qui se sont illustrés par leur philosophie ou par ce qu'ils font et qui sont ultra engagés. Et du coup, bah, on a juste partagé notre ambition à ces gens-là, dire bah, nous on veut faire une agence de malade mental sur toute la France. Et c'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Ils m'ont dit ben on n'a pas. On se disait en fait on n'a pas le comment ça se fait, c'est quoi le business plan et tout, mais on veut que ce soit vous et on veut le faire avec vous. Ils ont dit ouais c'est bon. Et en fait là on a un call avec eux lundi. Ils ont apparemment plein d'idées. Voilà, j'enregistre, je sais pas, mais voilà. Donc ok la Mm. vision c'est ça. Et t'as une vision perso, genre t'es où Ah pardon tu vas réagir peut-être. Non, mais ouais, je veux juste réagir, c'est que tu as dit quelque chose de très juste, c'est que et on en a déjà parlé plein de fois en off, on en a parlé à d'autres entrepreneurs, c'est le premier business très généraliste qui va réussir à marier parfaitement Hmm. ce qui se fait de mieux en ligne et ce qui se fait de mieux dans les marchés plus traditionnels, il aura tout pris, vraiment. Et il y aura un avant, un après, très clairement. Et j'en suis convaincu parce que j'ai vécu dans ces deux univers. Ouais. Tu vois, et, euh, et en fait, tu as effectivement tout l'aspect acquisition, marketing, le web, les entrepreneurs du web ou les entreprises du web sont excellentes et ont plein de choses à apporter aux entreprises plus traditionnelles. Et à contrario, les entreprises traditionnelles, elles, ben, celles qui fonctionnent, hein, celles qui ont voilà,
un volume de collaborateurs, une croissance. C'est des putains de machines, tu vois, d'un point de vue structure. C'est incroyable. Où en fait, tu peux avoir 800 personnes qui font la même chose partout en France, tu vois, qui ont les mêmes missions et qui vont avoir les mêmes process, les mêmes outils, qui vont avoir la même utilisation, le même discours, enfin tout uniformisé à la perfection. Et ça, c'est incroyable. Et ça, dans le web, pour le moment, on n'est pas encore bon du tout là-dessus parce que, bah, évidemment, c'est une expérience beaucoup plus récente versus les boîtes qui se sont lancées peut-être dans les années 60-70, tu vois. Donc ça, moi, je trouve ça, d'un point de vue voilà, structure, d'un point de vue management, très, très puissant dans le traditionnel. Ouais. Et le jour où, encore une fois, une boîte va être en mesure d'avoir ces deux forces, bah, ça va être dingue, tu vois. Ça va vraiment être dingue. Et, tu vois, pour revenir à l'agence Les Vidéopreneurs, tu vois, moi, bah, forcément, moi, je suis inspiré, encore une fois, de mon ancienne expérience, qui est voilà, le recrutement, le conseil, la chasse de tête. Et en fait, tu vois, quand j'ai commencé ma carrière en tant que consultant en recrutement, bah, en fait, ce qui faisait que ça fonctionnait bien pour moi, c'est que j'avais un pipe de candidats béton, tu vois. J'avais fait une super sélection, j'en avais rencontré plein, beaucoup plus que mes collègues, et j'avais réussi à avoir, tu vois, bah, comme ce qu'on aime dire autour de nous, le Dream 10 d'entrepreneurs, bah là j'avais mon Dream 10 de candidats. Et c'est ce qui me permettait finalement de pouvoir sereinement approcher des clients et de proposer de vraies solutions, parce que j'avais 10 candidats de ouf, tu vois. Ouais. Et comme tu le disais, aujourd'hui, l'enjeu pour plein de business, c'est le recrutement, et nous, en fait, on a ce pipe. Tu vois, et c'est ça qui est incroyable. Ouais. Et là, on n'a pas 10 personnes, tu vois. Et, un peu plus, et ça, c'est encore une fois vraiment, vraiment game changer, tu vois. Et c'est ce qui me pousse justement à aller vers ce projet, et c'est pour ça qu'on a cette vision. D'un point de vue plus perso, en décembre, je pense qu'on sera dans les valises ou pas loin des valises, parce qu'on passera 2-3 semaines à l'île Maurice. Pour découvrir Le projet d'Antoine, on y vient. découvrir cette île. J'en ai parlé déjà à mon épouse, elle est chaude. Et en fait, pour donner du contexte, j'ai vécu en Chine, j'ai vécu en Turquie, à Istanbul, j'ai vécu aussi au Canada, à Montréal, au Québec. Et donc là, on est de retour en France depuis 2 ans maintenant, jour pour jour, quasiment. C'est longtemps, ouais. C'est ça, hein. Et ça me chatouille. J'ai envie de retourner vivre à l'étranger. J'ai une fille aussi qui a 3 ans et qui aura 4 ans donc en décembre 2025. Et je commence à me renseigner un petit peu sur les destinations parce que là, c'est un autre contexte. Là, aujourd'hui, je suis à la tête aussi d'une boîte. Donc, il faut que, d'un point de vue décalage horaire, ça fonctionne. Il faut que je puisse aussi me rendre en France au besoin. Donc, il faut avoir des liaisons directes. Et il faut aussi que, d'un point de vue administratif, ce soit possible. Donc je commence un peu à me renseigner. Donc j'ai 2-3 destinations qui sont chouettes et qui nous intéressent, dont l'île Maurice. Mais tu vois, l'île Maurice, contrairement tu vois, à Montréal par exemple, c'est une île, tu vois, et c'est vraiment une vie drastiquement différente. Donc j'ai quand même envie d'abord de tester, de voir si ça peut nous plaire. Donc on va passer 2-3 semaines. Je pense que c'est important de passer un petit peu de temps, donc 2-3 semaines sur l'île pour découvrir effectivement si c'est un mode de vie qui pourrait nous intéresser, qui pourrait nous plaire et qui pourrait nous donner envie de tenter l'expérience pour 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, sur l'île. Ouais, c'est clair, c'est vrai que ça dépend de ta vie et tout, mais bon, je sais pas, moi je te vois bien, l'île Maurice, je vois pas de. Parce qu'en fait, comme j'ai fait la Martinique il y a pas longtemps, bah, quand j'écoute, parce qu'il y a un podcast que t'écoutes et que j'ai écouté aussi qui s'appelle Les Darons du Biz où il parle souvent de ça, et il détaille c'est quoi la vie à l'île Maurice. Mec, j'ai l'impression qu'il raconte exactement la Martinique, et c'est exactement pour ça que je vivrai jamais à l'île Maurice. Après, c'est clair que ça dépend beaucoup de ce que t'aimes, mais c'est comme ça a l'air très familial et. Ouais, exactement. Je pense que ça a l'air cool quand. Parce qu'en fait, à Perpignan, tu vois, j'allais dire, tu vis déjà à l'île Maurice, mais tu sais, il y a pas beaucoup de transports en commun. Toi, tu prends déjà tout le temps la voiture. Moi, c'est des trucs, déjà, ça me saoule, tu vois. Et toi, tu le fais déjà. T'aimes bien le soleil, bon, là-bas, tu vas être servi. Toi, j'ai pas l'impression que tu sois quelqu'un qui. Enfin, t'aimes bien aller boire un verre de temps en temps, mais c'est pas non plus à Perpignan, quand tu y es, c'est pas là où tu fais tes belles soirées. T'es plus une vie rangée, famille et tout. Et je pense que là, quand t'es dans ce cadre-là, l'île Maurice, c'est trop bien. Et en plus de ça, quand t'as un business un peu en ligne, où tu peux t'arranger, tu peux te dire, bon, bah, mon mercredi après-midi, je travaille pas, tu vois, tu prends un peu des temps off, ou tu travailles un peu différemment. Franchement, c'est trop cool, hein.
Mhm. Ben, c'est ça, je te rejoins complètement. Moi, aujourd'hui, dans mes besoins de père de famille, oui, ça fonctionne super bien, l'île Maurice, tu vois. Et, quand on s'est rencontrés en 2021, c'était pas du tout le bon moment, par exemple, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Donc, clairement qu'il y a un contexte. Puis, il y a aussi une exigence de ma part, c'est que j'ai pas envie d'aller sur un caillou pour aller sur un caillou, tu vois. J'ai aussi envie de continuer de grandir en tant que personne et en tant qu'entrepreneur. Et, il semblerait quand même qu'il y ait pas mal d'entrepreneurs du web francophones et anglophones à Maurice. Et ça, je trouve ça très cool, tu vois, aussi de pouvoir se dire, ben, Mm. ok, je vais faire des nouvelles rencontres et ça va être super intéressant. Je vais découvrir d'autres business, même des business en fait locaux, tu vois, qui sont intéressants. Apparemment, c'est en pleine croissance l'île Maurice. Donc il y a aussi cet aspect-là, Ouais. tu vois. Parce que sinon bah, j'aurais fait peut-être les dom-toms, tu vois, j'aurais peut-être fait La Réunion ou quoi, tu vois, mais il n'y a pas d'entrepreneur du web à La Réunion, Ouais, tu c'est vois. clair. Donc c'est pas pareil, quoi. Non, mais clairement, c'est vrai que l'île Maurice, il y a ce côté-là, voilà. Donc, après, j'ai plein de trucs à dire, mais je pense qu'on va devoir attaquer. Parce que là, on n'a pas attaqué le podcast, c'était une phrase dans mon plan. Ah oui, ok. Et en fait, ah, mais juste, attends, je donne une théorie. Ouais, je donne deux théories. Je les avais déjà partagées, mais je trouve que c'est intéressant de le dire. La première, c'est que, tu sais, quand tu parles de l'infopreneuriat, les business traditionnels et tout, en fait, à la base, il n'y a pas de lien, disons, parce que je trouve que tu sais, il y a les infopreneurs, c'est né des gens torturés un peu. Tu sais, c'est né de la personne qui dit, mais je me reconnais pas dans le système, je veux un système alternatif. Et très C'est vrai très qu'il y a beaucoup fort, de gens comme ça. ils ont créé le système alternatif, ils sont très forts. Alors maintenant, les gens copient plus ou moins le système, mais il y a toujours ce truc-là de, je veux pas bosser, vraiment, je... Tu sais, quand tu vas dans le milieu infopreneurial, dans certains masterminds et tout, bah, je vais citer personne, mais des fois, tu as des gens un peu torturés, tu vois, tu sens que, voilà. Mm. Sauf que, ça, c'était un temps. Et maintenant, t'as des gens qui, eux, ils sont pas torturés du tout. C'est bah, typiquement toi. Hein. Ils étaient chasseurs de tête, ou en tout cas, ils ont une grosse carrière. Ils étaient plutôt bons dans ce qu'ils faisaient. Et ils se disent, là, ça a l'air pas mal l'infoprenariat. Il y a de l'argent à se faire là-bas, tu vois. Et en plus, t'as ton business, c'est beaucoup plus libre. J'y vois beaucoup d'avantages, mais ce sont des gens qui, ils vont y aller, ils vont faire le boulot, tu vois. Ils vont faire le taf et tout, tu vois. Et j'ai l'impression que tous les deux, on a un peu ce truc-là où on s'est retrouvés dans l'infoprenariat, mais avec à base un truc complètement différent et on n'y est pas allé pour pas travailler parce que bon, j'aime pas trop je parlais à un mec là, enfin, après je vais pas citer des noms mais je parlais à un des vidéopreneurs parce qu'en fait grâce aux vidéopreneurs on a les insides de quasiment plein de business parce qu'ils travaillent tous Sûr. et il disait il m'a dit c'est frappant à quel point quand je travaille dans d'autres business comme le vôtre c'est très vertical genre en gros il y a l'infopreneur la communauté bien en dessous et voilà c'est ça et quand on est avec vous qu'on fait un événement avec vous c'est horizontal quoi. Tu sais, c'est Mm. vraiment il y a vous et les autres et on n'est pas on sent pas que vous prenez la place ou quoi que ce soit et ça c'est ce qu'il adore et, et je trouve qu'il y aura de plus en plus ce genre de truc des gens qui sont très compétents dans quelque chose qui sont pas forcément torturés qui eux vont bosser ils vont faire tous les trucs ils auront pas de peur pas le bon mindset et tout et ça va se professionnaliser automatiquement bon bah ceux qui veulent pas bosser machin je pense qu'ils vont se faire supprimer à un moment donné. Ouais, C'est ma première théorie. ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, le business en ligne, les entrepreneurs en ligne, c'est c'est quelque chose qui est très particulier pour quelqu'un qui connaît pas le business en ligne. Tu vois, j'étais ce profil-là, tu vois, de pas comprendre ce qui se fait en ligne parce que j'ai toujours été dans des boîtes Ouais, ultra exigeantes avec beaucoup de pression, mais des beaux résultats, tu vois, et tu ouais. vois, tu travailles fort, mais tu as aussi beaucoup de fun, tu vois. Donc moi, voilà, ça c'est mon école, c'est comme ça que j'ai grandi en tant que pro. Et c'est vrai que Internet, comme tu le dis, tu as beaucoup de gens en fait qui se lancent un business parce qu'effectivement ils sont à la quête de quelque chose d'autre. Et en fait, ils ont une compétence, un savoir-faire qui est rare, ou du moins qui est propre à Mhm. eux, et qui n'existe pas vraiment peut-être dans des marchés un peu plus Ouais. tradis. Tu vois, je te donne un exemple farfelu, tu vois, je sais pas si ça existe, mais voilà, moi je peux pas travailler dans un open space, je peux pas faire du 9h 18h, ça me torture, etc. Mais j'adore les jardins japonais et j'ai un jardin japonais de ouf chez moi. Et en fait, je suis capable de t'expliquer comment faire un jardin japonais du feu de Dieu, tu vois. Et en fait, bah, je vais me retrouver parachuté parce que tout le monde me dit, ouais, il est trop bien ton jardin. Je vais commencer peut-être à créer du contenu. Je vais créer une petite offre, je vais lire deux, trois bouquins et puis ça va commencer à marcher, tu vois. Ouais. Mais en fait, ces profils-là, ils se retrouvent parachutés chefs d'entreprise, alors qu'à la base, ils coupaient juste des feuilles, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est pas péjoratif, c'est juste qu'il y a un gros travail pour eux de professionnalisation. Et il y a effectivement aujourd'hui des masterminds qui existent, qui sont très bien pour ça.
Et donc, tu as le second profil, et je pense que ça va arriver de plus en plus parce que le marché du business en ligne gagne en maturité. Et donc, je vais plus être le seul à créer mon petit jardin de japonais, de taille de jardin japonais pour les autres. Tu vois. Je vais avoir des concurrents. Il y a des concurrents qui ont peut-être une grosse expérience business, tu vois. Et qui peuvent potentiellement, en termes de process, en termes de force de vente, en termes de management, en termes d'équipe, très vite, en fait, rattraper mon retard, enfin leur retard, et me bouffer, tu vois. Parce que bah, moi, je suis juste dans mon petit truc, tu vois. Et c'est là où ça devient intéressant. Et je pense qu'effectivement, ces profils-là, très, en fait, tu vois, un peu des profils qui sont pros, mais qui ont la dalle, et qui cherchent à créer un maximum de valeur, et qui cherchent à optimiser, en fait, ils arrivent de plus en plus, effectivement, dans ce marché-là, dans le marché du business en ligne, et ça va, je pense, rééquilibrer un peu le marché, tu vois. J'aime bien dire, tu vois, et moi je me trouve une expression qui est top, parce que ça, c'est quelque chose aussi que j'ai connu dans mes expériences passées. Quand le marché va bien, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde, tu vois. Bah ouais. Et quand le marché va moins bien, ben, c'est là que tu vois, effectivement, eh bien, qui sont les A-players ou pas, tu vois. Et il y a une expression qui est très cool à ce sujet, c'est partant de grands vents, même les dindons volent. Tu vois. Et quand il n'y a plus de vent, ben on va les découvrir, les dindons, tu Ouais. Mais c'est trop. Parce que tu sais, j'ai parlé avec un entrepreneur là, mercredi. Et tu sais, on parlait du Covid. Et moi, quand j'avais l'agence de prod, le Covid, c'était genre le meilleur moment, quoi. Genre, j'avais vois. tellement de boulot, je savais même plus quoi en faire. Alors, c'est pas que les gens m'appelaient spécialement, mais c'est que tout d'un coup, t'as eu des arguments face à une cible qui, à la base, faisait pas de vidéo. Parce que bah, vu que le gouvernement il a dit bon bah les gars vos vitrines elles marchent plus, il y a plus personne qui a le droit de sortir, bah il y a plein de gens qui se sont retrouvés avec zéro. Et quand tu leur expliquais bah ouais bah en fait là c'est que ta vitrine elle est dans la rue. Mais imagine que ta vitrine elle est sur internet. Je crois pas qu'il y a beaucoup de gens là sur internet en ce moment s'ils sont pas dans la rue. Tu crois pas qu'ils sont sur leur smartphone en train de regarder je sais pas quoi. Et, euh, et en fait ça a débloqué tout ça et c'était très facile de vendre je trouvais. Et c'est marrant parce que quand t'en parles, j'ai parlé à ce mec là il disait la même chose que moi. Mais des fois moi je parle à d'autres vidéastes ils disent ah, mais moi c'était horrible, j'ai aucun client, j'ai failli fermer. Et c'est ce que tu dis, c'est qu'ils n'ont pas su s'adapter, tu vois. Et quand le marché va mal, en fait, c'est pas que le marché va mal, c'est que par exemple, des fois, le marché il va pas mal, mais juste il change. Il faut savoir s'adapter, et c'est pas facile. Hein. Et surtout, je trouve que c'est encore moins facile quand tu marches. Parce que tu sais, tu te dis, attends, ça fonctionne, donc si je commence à toucher des trucs, peut-être ça va plus marcher. Peut-être t'as des réflexions que t'aurais pas si tu te lançais à ce moment-là, en fait. Donc, Ouais, non, clairement, ouais. Ça, faut faire attention. Je te balance ma ouais, deuxième complètement. théorie Vas-y, ou... vas-y. Vas-y, après on Non, mais attaque c'est vraiment bon, le vas-y. podcast. Hein. Mais en Attends, on est fait, à combien là? je sais pas, mais on n'a pas attaqué le podcast. Mais après, On est à 23 il y a des minutes. trucs, il y a des Vas-y. trucs, ça va aller vite. Euh, ma deuxième théorie, c'est sur la réalité économique, en fait. En fait, les taxes, aujourd'hui, elles sont encore sur l'ère industrielle. En gros, elles sont locales. C'est-à-dire que la France, quand elle taxe la TVA. Elle taxe l'impôt sur le revenu quand tu es dans le pays, tu vois. Et tout ça. Sauf que l'économie, là, actuellement, elle est en train de briser toutes les frontières. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être à l'île Maurice, vendre en France, tu peux même être une boîte, vendre dans 200 pays différents, t'as jamais mis un seul pied dans le pays, tu vois. Mm. Tu t'as rien, t'as même pas une boîte aux lettres, t'as que dalle dans le pays, tu vois. Et aujourd'hui, l'économie, elle va de plus en plus là-dedans. Si bien que je trouve que les États. Et l'autre point, c'est que le télétravail, enfin ce qu'on appelle le télétravail, se développe de plus en plus. Il y a énormément de marchés en ligne, ça devient très facile de travailler de n'importe où dans le monde, voilà. Et je pense que comme Internet, il y a des communautés qui rassemblent un certain type de profil, on peut voir ça comme un pays. Et je pense que les pays, ils vont, et tu le vois, hein, Lisbonne, enfin c'est pas un pays mais c'est une ville, mais le Portugal, quoi, l'île Maurice, Dubaï, tous ces endroits-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'adressent aux entrepreneurs pour dire, bah, venez chez nous. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers, pas des pays comme on l'entend au sens, il y a des frontières, il y a une identité du pays et Mhm. tout, mais l'identité, elle va être très fluctuante en fait. C'est que, voilà, à l'île Mhm. Maurice, ce sera pas des Mauriciens, ce sera des entrepreneurs. Ah, en France, ce sera autre chose, tu vois. Et, euh, Mhm. et je pense qu'on va de plus en plus aller vers là. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Je te rejoins aussi. Et après, tu vois, en revanche, en termes de temporalité, je saurais pas te dire quand, tu vois. Moi, j'ai quand même le temps. Bah, c'est déjà le cas, hein. J'aurais. Ah, c'est déjà le cas, mais en termes de volume, tu vois, j'aurais tendance à penser, tu vois, peut-être que ce serait que dans 2 3 4 générations où vraiment c'est appliqué en majorité, tu vois. Bah, je pense que le premier point, c'est que c'est un argument pour les petits pays d'attirer Bien des sûr. gens, en fait. Parce que le problème, c'est quand t'es l'île Maurice, bah, soit t'as des touristes, mais si tu fais rien, t'as que des touristes, tu vois. Et c'est chiant. Donc, pour attirer des gens de France, faut que tu leur dises,
Ah ouais, et ça, je pense qu'ils l'ont un peu compris. Ils disent, ah non, mais là, regardez, les impôts, machin, c'est trop bien. Et nous, on vous met en place des coworking, des trucs de fou, des studios Mm. podcast, enfin, c'est génial, il y a une communauté. Enfin, Mm. et tu vois, je pense que c'est déjà le cas. Tu vois, Dubaï, l'île Maurice, même Bali, dans une certaine mesure. Il y a un truc au Vietnam, là, Chiang Mai et tout. Enfin, c'est quand même des lieux où j'ai l'impression. Alors, il y a des fois, c'est pas une volonté du pays, mais Dubaï ou l'île Maurice, c'est quand même une volonté du pays d'attirer les gens. Lisbonne, Ouais, c'est je suis clairement une d'accord. volonté du pays de dire venez ici. Et donc, c'est juste qu'après, comment les États, genre comme la France, vont faire pour lutter contre ça? Parce que le problème, c'est que si tout le monde se barre, en gros, t'as tous les entrepreneurs qui vendent en France en plus, et si tout le monde se barre, enfin, c'est un truc qui marche plus, tu vois. Mm. Mais ce fameux tout le monde se barre, tu penses qu'il arrivera quand? Non, mais je pense que ça va pas être tout le monde se barre, parce que tu sais, là, c'est que les gens qui peuvent bosser full à distance déjà. Genre demain, t'as une Ouais, boulangerie, tu vas pas te barrer. Je sais mais pas. je sais. Ah oui, Et oui. mon point, c'est ça, c'est qu'en fait, Ah, dans le temps, tu vois, après une, deux, peut-être trois générations, on va avoir de plus en plus de gens qui vont travailler en ligne, tu vois. ah oui, oui, ça, Et c'est donc en clair. fait, effectivement, il y aura, je pense, il y aura un exode qui va potentiellement être exponentiel Mm. aussi, de par la nature en fait des jobs. Tu vois, Ouais, non, c'est vrai. déjà, je me souviens plus de la stat, mais je me souviens que j'avais vu un truc de fou, qu'en 2030, il y aura un volume énorme déjà de freelance en France versus Ouais. 2020. Je me souviens plus Ouais, ouais, du je me volume, mais rappelle, ouais. c'était un truc vraiment très important. Et là, on parle que de 2030. Tu vois, ma fille, encore une fois, elle a 3 ans. Dans 20 ans, donc on est en 2045, euh, enfin, il va se passer plein de choses. Et là, on parle que d'Internet, on parle même pas de la blockchain, on parle même pas de Mm. la crypto, tu vois, qui change aussi pas mal de modèles économiques. Et imagine, elle va avoir des enfants, elle va peut-être avoir un enfant, donc on va dire, je sais pas, moi, dans 30 ans, donc 2055, donc 2075, en 2075, dans 50 ans donc. Mais en fait, moi je pense que la majorité des cols blancs, des gens qui travaillent dans le service, travailleront en ligne en fait. Et là, Ouais. oui, clairement, on se dira, bah vas-y, moi mon job c'est d'être coach. Ah, t'es coach? Mais en fait, ton bureau c'est Lisbonne, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la défense. Ça, c'est même plus, on raisonne même plus, je pense, en quartier d'affaires, c'est en ville d'affaires ou en pays d'affaires, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Non, c'est vrai, t'as raison. Il y aura peut-être ça. Je serais vraiment curieux de voir ce qui va se passer à ce moment-là, mais il va y avoir certainement un énorme exode à un moment donné, parce que forcément, les réalités économiques et les réalités. Bah, si ça reste si ça reste comme tel, d'un point de vue Ouais, effectivement réalité économique, services proposés par les pays, je pense notamment à la France, taxation, imposition, si ça reste comme tel dans 50 ans, mais c'est sûr et certain qu'il n'y aura plus aucun Français qui bosse en ligne en France. C'est impossible. Impossible. ouais, Euh, mais donc c'est intéressant parce que ça va être des challenges aussi d'État, sociétaux aussi, tu vois, de voir ben, en fait comment en fait tu vas pouvoir gérer ça parce que tu vois la France a un héritage extraordinaire d'un point de vue savoir-faire pour plein de mm, choses. Tu vois, je pense à la gastronomie, je pense enfin, au tourisme, tu veux dire, enfin, c'est la folie la France pour ça, tu vois. Mais mais il y a aussi énormément de talents qui bossent en ligne, dans le service, et ça tend en volume donc à se développer. Mais tu peux pas, quand t'es l'État français, et que tu es, je sais pas, dans 40 ans, 50 ans, tu peux pas lutter face à un Dubaï où c'est zéro de ouais, taxation ou presque depuis toujours, tu vois. Où tu vas avoir de plus en plus d'entrepreneurs qui te ressemblent, qui parlent certainement français. Donc ouais, non, ça va être des challenges très intéressants. Et voilà, moi je trouve que c'est des challenges, mais peut-être que ça peut créer aussi un gros déséquilibre social et que mm. ça peut être très dangereux pour la France, tu vois. Pour la Ah, France mais clairement. dans le sens vraiment la France, quoi, tu vois. Donc, Mais déjà, j'ai vu aussi que 85% des gens en 2025 auront accès à Internet dans le monde. Et tu vois, en fait, ah bah, ce tu truc-là, vois, ça monte de c'est ouf. énorme. Et en fait, en un des compagnies, en fait, le truc, c'est que tu vas sur Fiverr, il y a plein de. Tu achètes un montage sur Fiverr, ça fait quoi, genre 20 balles, tu vois. Mm. Ça coûte rien. Et c'est un montage de l'équivalent de quelqu'un qui te le facture ici 500 balles, tu vois. Et je pense qu'on va aller aussi vers un monde de plus en plus où les gens vont se dire bah, pourquoi je paierais quelqu'un en France. Vraiment, c'est 3 clics, t'as quelqu'un à l'autre bout du monde qui te fait le truc, quoi. Et, Mm. euh, et, et c'est que ça, il va y avoir cette concurrence-là et c'est impossible de concurrencer par le prix. Et je pense que moi, c'est aussi une des raisons qui me fait dire que la marque le personal branding, quoi, ça va devenir ultra important.
Ouais, Parce que clairement, les gens, c'est ça qu'ils achèteront. Ou alors, il clairement. faudrait être ultra pointu dans un domaine ultra spécialisé, Mm, qui ne peut pas être acheté sur Fiverr. Tu vois. Genre, tu peux pas dire je fais des montages, tu vois. C'est je fais des mm, montages de voitures, de montage YouTube de voitures de tel style. Et ça coûte cher, mm. par Ouais, exemple. complètement. Et tu vois, et je trouve que ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'entreprise qui aura réussi à faire Mm. coexister le meilleur des deux mondes, traditionnel et Internet, aura tout gagné. Et tu vois, Ouais. je te prends l'exemple du luxe en France. Tu prends un sac Hermès, ça coûte, je sais pas, 10 000 euros, disons. J'ai pas les prix, mais disons que ça coûte 10 000 euros. Et effectivement, c'est un beau produit, c'est très bien fini, c'est un très beau tissu, c'est du beau cuir, etc. Mais pourquoi tu payes 10 000 euros, tu vois? Tu peux avoir la Mm. même chose en termes de qualité pour 10 fois moins, tu vois. Voire même plus que 10 fois moins. Mais tu vois, quelque part, ben, les gens qui vont acheter un sac à 10 000 balles, chez Hermès, ils vont acheter un signal, tu vois. Ils vont Ouais. acheter un signal, ben voilà, le sac, j'appartiens peut-être à une communauté, j'appartiens à une tribu, j'envoie ce signal que ben moi, en fait, je porte du Hermès. Ouais, je pèse, Et en quoi. termes de, ouais, et en termes de marque, c'est très puissant, tu vois. Et demain, effectivement, ben, les entreprises qui auront un branding très fort, ou les entrepreneurs qui auront un personnel branding très fort, ben, pourront justement dire, ben, en fait, tu vas travailler plutôt avec moi que avec le mec chez Fiverr qui coûte 20 balles, pour toutes ces raisons, tu vois. Pour tous les Ouais. signaux que tu vas envoyer, peut-être des signaux, tu vois, ostentatoires, mais peut-être aussi simplement de gages de qualité, de confiance, de communauté, d'état d'esprit, de vision partagée. Ouais. Et, et tu vois, il y a plein de modèles super intéressants aujourd'hui, je trouve, dans le business traditionnel, qui tend à exister dans le web. Et tu vois, pour reprendre encore une fois l'exemple d'Hermès, je connais pas encore une fois en détail les produits, mais je sais que les sacs gagnent en valeur. Ils prennent de la valeur. Donc en fait, c'est même devenu des Un leviers investissement, quoi. d'investissement. Ouais. Ouais, tu vois. Ouais, c'est Parce ouf. que ils sont de plus en plus rares et que tu as certains sacs en fait qui sont disponibles uniquement pour des clients existants et réguliers. C'est-à-dire que tu as peut-être un sac Waouh qui coûte encore une fois 10 000 balles, mais tu peux l'avoir seulement si tu as déjà acheté 3 sacs à 3 000, tu vois. C'est pas tout le monde qui achète 3 sacs à 3 000 chez Hermès. Donc, tu vois, en termes Ouais. de rareté et en termes de signal, bah, tu vois, il y a des leviers marketing et psychologiques qui sont très intéressants que demain tu pourras, enfin, qu'il faut déjà appliquer aujourd'hui dans le business en ligne. Et en fait, celui qui aura fait ça dans un business mondial, comme on le disait tout à l'heure, Mm. bah, il aura tout gagné. Il va tout péter, ouais. Bon, on attaque. Ouais, vas-y. Après 38 minutes. Non, mais alors, moi, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai listé tout ce qu'on a fait Ouais. depuis janvier. Alors, juste pour dire, nous, l'objectif, il est clair, c'est de tout péter. Voilà, c'est très clair. La direction, elle est là. Euh, c'est de tout péter dans le sens. Pas forcément dans le sens chiffre d'affaires, mais j'ai plus besoin dans le sens impact, tu vois. Dans le sens, Mm, mm, là, on arrive en fin d'année, il n'y a pas un seul vidéaste qui connaît pas les vidéopreneurs, il n'y a pas un seul vidéaste mm, qui, qui peut dire, ouais, c'est pas les meilleurs dans le business, tu vois. mm. Voilà. Et avec un peu tout ce qu'on a dit, l'agence, tout ça. Donc déjà, le premier point, bon, attends, qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai pas mis dans l'ordre. Allez, vas-y, on va parler de ça. Stratégie YouTube, je l'ai appelé le plan Star 2025. Mm. C'est quoi qu'on veut faire? Ben, comme tu le disais, on veut. Alors, Des stars. ouais, mais sans le côté présomption, hein, enfin, Ouais, oui. pas présomption, pardon, prétention, pardon. C'est, on va être des stars sur YouTube. Mais des stars dans le sens, on va être vu, connu et reconnu. YouTube, c'est un levier qui est très important pour nous puisque notre cible, c'est un vidéaste. Et par définition, la majorité des vidéastes consomment du contenu et le contenu le plus qualitatif et aussi le bon format, il est souvent sur YouTube parce que c'est un format voilà, classique, long Mm. aussi, c'est important. Et donc ça passe par tout éclater sur YouTube. Et pour tout éclater sur YouTube, eh bien, il faut des formats. Il faut des formats, dans le fond, qui sont intéressants et qui vont donner envie d'en savoir un petit peu plus sur nous. Puis il faut aussi des formats qui derrière en fait montrent effectivement que nous sommes les meilleurs. Ah, parce que là pour le coup encore une fois c'est pas de la prétention. Dans notre thématique en 2025, je pense toujours qu'on est les meilleurs. Et donc il faut qu'il y ait encore plus de gens qui l'apprennent. Et donc ça va passer par on s'est entouré, hein. On a une équipe aujourd'hui avec qui on peut créer du contenu pour l'aspect très tournage, très production audiovisuelle.
Et on a aussi quand même une belle expérience maintenant depuis de nombreuses années sur comment créer un bon contenu. Donc voilà, là l'objectif c'est de mettre en lumière tout ce que représentent les vidéopreneurs à travers toi et moi, mais aussi à travers nos ambassadeurs avec des contenus chiadés. Tu vois, là par exemple, c'était il y a maintenant presque 2 semaines, on était chez Marie, qui est une ambassadrice, et on l'a accompagnée toute la journée pour découvrir en fait sa journée type, un lundi random et sans bullshit, et pour montrer vraiment les coulisses de ce que c'est aujourd'hui une vidéaste entrepreneuse à Toulouse qui cartonne. Donc voilà, c'est un peu toutes ces choses-là. Et là aujourd'hui, on a quoi? On a 30 000 abonnés. Donc, Ouais, un peu moins. Ouais, on a dû peut-être les dépasser là, pendant le podcast. On ouais, était je pense vraiment qu'on a à 900, quelque chose. Ouais, c'est ça. Et tu vois, aujourd'hui dans notre marché, je dirais qu'il y a justement à peu près, il doit y avoir, je sais pas, Ouais, de personnes qui vont regarder du contenu en lien avec la vidéo, il doit y en avoir 200 000 en France, mais qui sont vraiment pros et qui veulent en vivre. Je pense qu'il doit y en avoir 50 000, 50, 60 000, tu vois. Donc, ouais. tu vois, si on peut doubler d'abonnés, c'est quand même plutôt pas mal. Et donc, c'est, tu vois, spread the word. Et puis derrière, le mot est répandu. Et je pense que là, on est outillé, on a la bonne stratégie, on a la bonne expérience, on a le temps, on a la structure pour, comme tu disais, tout casser YouTube, quoi. Très clairement. Ouais, c'est ça. Ouais, donc comme tu dis, on a recruté et tout. Et pour dire un peu plus, la logique qu'on a, c'est de faire des contenus, ce que je vais appeler simples et difficiles. Alors, je parle plus en termes de production, pas en termes Hmm. de valeur. Euh, donc, en fait, là, l'idée, c'est que nous, dans le studio, on enregistre tout plein de plans face caméra, mais des trucs Hmm. full valeur, en fait. Parce que si, l'autre truc, c'est. Moi, j'aime pas ces formateurs qui vont te dire, ouais, mais je garde une partie de l'info. Moi, je trouve que aujourd'hui, on vit un monde où tout est accessible sur Internet, balance tout, en fait. Genre, l'enjeu, c'est pas qu'est-ce que je vais apprendre en termes d'information, mais quel écosystème je vais acheter. Les vidéastes, c'est ça, et nous, on met le meilleur écosystème, mais l'info, la balance. Et du coup, là, c'est plan face caméra, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. On a de l'avance, et comme tu as de l'avance, tu peux faire des contenus plus ambitieux. Typiquement, le format que tu as dit, et c'est intéressant de parler en format. Tu vois. Moi, j'adore la télé. Hmm. Ils sont trop forts pour trouver des formats, justement. Ils trouvent un truc. Hmm. Je sais pas, tu prends tes PMP, là. Bon, je regarde jamais, mais en gros, tu sais quoi, t'as une personne, ils parlent des sujets d'actualité, ils sont 6 ou 10, enfin, je sais pas combien ils sont, et voilà, point barre, tu vois. Et j'imagine qu'il y a. C'est toujours la même façon de faire. Et quand t'as un format, c'est réplicable, qu'importe les gens qui le font, et ça, c'est trop fort, quoi. Donc, ça, c'est vraiment le truc, mais le problème, c'est que la prod de ce genre de format, bah, c'est abusé des fois. Là, après, on a des formats qu'on veut faire, genre un peu qui est l'imposteur de Squeezie, là, on voulait le refaire en vidéo et tout, mais tout de Hmm. suite, voilà, faut 3-4 cadreurs. Faut du matos, faut un studio, faut des vidéastes qui jouent. Enfin, tu sais, il y a tout un système qui fait que tu peux pas le faire demain, ça. Hmm. Et c'est pareil pour tout un tas d'autres formats. Mais le fait de vraiment prendre de l'avance sur des formats simples, d'enchaîner les formats simples, puis après, quand un format long est tourné, tu l'intercales, puis tu décales les autres, c'est pas mal, quoi. Hmm. Ouais, je te Bon, rejoins. voilà. Je te rejoins complètement. La télé est très forte pour ça. Et puis de plus en plus aujourd'hui sur Internet, on voit des formats très intéressants, tu vois. Et c'est cool de pouvoir s'inspirer et puis derrière se dire, bon, ok, qu'est-ce qui pourrait Mm. fonctionner pour nous? Je sais qu'on a aussi des formats plus documentaires. On en a déjà créé un qui est top. On en a un second qui est en cours de préparation qui va être aussi, tu vois, game changer. En tout cas, c'est l'ambition. Euh, le projet de l'année, comme tu aimes bien le dire, Guillaume, et un avant et un après dans l'aspect ce que c'est d'entreprendre pour les vidéastes, tu vois. Ouais. Un avant et un après avec cette vidéo. C'est-à-dire que moi, je suis vidéaste, je suis les vidéopreneurs de plus ou moins loin, ou du moins je me pose des questions sur entreprendre, où j'entreprends déjà. Après avoir vu cette vidéo, j'ai un avant et un après d'un point de vue switch mindset, Mm. très clairement. Donc c'est beaucoup d'ambition, hein. Mais on y croit et on se donne les moyens. Et donc voilà, on cherche effectivement des formats pour casser aussi un peu voilà, les codes classiques de ce qu'on peut avoir dans le contenu vidéo. Parce que notre cible, encore une fois, c'est un vidéaste. Donc il a l'habitude de voir du contenu Ouais. qualitatif dans la forme. Mais dans le fond, quand on parle business, et tu l'as très bien dit, Guillaume, euh, il n'y a pas grand-chose. Ça sonne assez creux. Mm. Et c'est drôle parce que, encore une fois, nous, on a disrupté ce marché parce qu'on a mis en relation
Bah déjà un peu, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mon univers à moi du business, de la vente, de la prestation de service, et ton univers à toi de ce que c'est d'être un La vidéaste. vidéo. Voilà. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, un vidéopreneur, il résonne comme un excellent sales d'une boîte cotée en bourse, tu vois. Il va avoir les process, etc., comme ça. Et c'est intéressant de se dire qu'en fait, si demain on a des concurrents, ce sera jamais cette approche-là, puisqu'en fait, bah, nos concurrents n'ont pas eu notre expérience. Donc en fait, on pourrait faire de la rétention d'informations, tu vois, en Oui, oui, réalité. clairement. Mais en fait, Mais on sait très bien que ça n'a aucun intérêt, parce qu'en fait, le business, c'est pas du copier-coller. Ça se vit, tu vois, et il faut de l'échange. Et qui sont les meilleures personnes pour échanger business bah, en fait, c'est Guillaume et Antoine, et les ambassadeurs et les vidéopreneurs. Et ça, c'est notre fameux écosystème. ouais. Et c'est un truc aussi, ça je le dis peut-être pour les gens qui veulent nous concurrencer, mais nous, en fait, ça va être, franchement, les gars, en fait, ça va être chaud pour vous parce que on bénéficie du network effect. Donc, en fait, un de nos principaux arguments, c'est qu'on est les premiers sur notre secteur. Du coup, tout le monde nous rejoint. On a une communauté super engagée. Mais du coup, c'est déjà notre argument, donc les gens nous rejoignent, et ainsi de suite. Et ça fait un truc qui est grossi, grossi, grossi. Et c'est un peu comme YouTube, en fait. Si tu veux créer un concurrent à YouTube, bah, en fait, il faut que les gens postent des vidéos et compagnie. Et les gens veulent des vues, ils veulent être connus. Sauf que, bah, il y a personne sur ta plateforme. Donc pour faire venir tous les gens, c'est très compliqué, très coûteux. Et ça, je pense que ça, c'est une vraie leçon pour les gens qui veulent vendre quelque chose, c'est de comprendre comment je fais un network effect avec mon truc, quoi. C'est par exemple, même quand tu vends de la prestat de service, je pense qu'il y a des upsells faisables de je prends mes meilleurs clients, je les fais se présenter, et ça devient un élément de mon offre, en fait. Complètement. Et ça, bah, ça, nous, on l'a fait un peu par hasard parce qu'on était les seuls sur le truc. Et après, on a aussi cette énergie de faire les choses ensemble et c'est ce qu'on veut. Et on sait que ça aide tout le monde, donc on le fait. Et on s'est rendu compte plus tard que dire, bah, en fait, on a une communauté ultra engagée et c'est trop bien. Voilà, et il y a un autre truc aussi, c'est que bah, tu sais, on a publié, là, on a commencé à publier sur YouTube. C'est impressionnant quand tu vois les commentaires de te dire que, purée, mais les gens, en fait, on faisait des podcasts, on pensait que les gens nous suivaient sur YouTube et le podcast, mais c'est vraiment deux audiences différentes. J'ai l'impression de revenir bah, quand on a lancé le podcast. Tu sais, les Mm. questions vraiment de base, quoi. Et je me dis, purée, ils sont pas prêts pour le contenu qui arrive. Ils sont pas prêts. Ça va. Vraiment, ils vont se rendre compte, ils vont se dire, non, mais tout ce que j'ai appris sur d'autres chaînes et tout, mais les vidéopreneurs, ils sont 10 fois plus loin, tu vois. Mm. Et ça va être cool. Bon, bref. Mais ça, tu vois, on avait une conversation avec d'autres créateurs sur les intitulés de poste, tu vois, créateur de contenu, créateur de vidéos, Ouais, vidéaste, réalisateur, tu vois, quelles sont les différences. Et en fait, tu vois, là en t'écoutant, j'étais en train de me dire, mais en fait, nous, on a créé un métier, tu vois, c'est ouais. vidéopreneur. Tu vois, un vidéopreneur, en fait, c'est un métier, Ça met tu vois. d'identité, quoi. Ouais, et tu vois, tu dis, on l'a fait un peu par hasard, mais en réalité, on avait une intention quand on a créé les Oui, oui. vidéopreneurs, qui était quand même de se dire, on va raisonner, on veut créer une philosophie. Et on veut partager cette philosophie et on veut qu'elle soit partagée, qu'elle soit Ouais. ressentie, qu'elle soit dans le bide de tous les vidéastes que nous accompagnons, qui nous ont rejoints. Et aujourd'hui, en fait, c'est cette intention qui a créé derrière, bah, en effet cumulé, la communauté. C'est pour ça que j'aime bien dire, en fait on a créé un job, quoi. On a créé une nouvelle feuille de job, une nouvelle feuille de route, tu vois. Ouais, non, mais clairement. Mais tu sais qu'avec les vidéopreneurs, même parce qu'on parlait avec certaines. Parce que alors, j'ai balancé un projet de l'année qui s'appelle le projet Tromso, qui est un marathon documentaire diffusé au cinéma. Enfin, un truc. À la base, c'est juste quelqu'un qui voulait courir un marathon, c'est parti un peu en live au milieu. Et, et du coup, là, enfin, je pense que ça va vraiment être un projet de malade mental. Mm. Et le truc, je me suis rendu compte. Bon, au pire, on fera un épisode, on parlera vraiment de ça et tout, mais. euh, je me suis rendu compte, c'est que les vidéopreneurs, c'est une philosophie. Mais tu sais, c'est une philosophie en fait qui est incarnée par plein de gens. Tu sais, le truc qu'on parlait tout à l'heure, l'horizontalité, c'est que souvent, bah, Mm. tu prends Anthony Bourbon, je prends cet exemple, t'as un peu l'impression que Anthony Bourbon il balance sa philosophie, mais tu saurais pas dire qui d'autre a cette Mm. philosophie-là. Alors que dans les vidéopreneurs, bah, t'as vraiment un panel de gens où tu peux te dire, ah ouais, ils ont l'esprit vidéopreneur. Il y a un truc que j'adore dans la. Alors là, il faudra un peu fact-checker, mais je l'avais compris comme ça à l'époque. Tu sais, dans les dieux grecs et romains, c'est que c'est pas des dieux au sens c'est quelqu'un, tu vois. C'est que c'est une notion. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit ah ouais, t'as le dieu de la guerre en toi, c'est une notion que tu as l'énergie du dieu de la guerre en toi. Et je me dis, tu vois, c'est pareil avec l'esprit vidéopreneur. T'as l'esprit vidéopreneur. Genre, vidéopreneur, c'est comme si c'était une personne.
Et tu l'as en toi, et nous, on l'a plus ou moins, puis les autres l'ont, ainsi de suite, tu vois. Et cette identité qui ressort, franchement, les vidéopreneurs, à la base, ils viennent pour vendre un peu mieux leurs vidéos. Ils ressortent en mode j'ai esprit guerrier, je vais tout péter, quoi. Mais Mais tellement. genre, il faut faire des marathons, enfin, tu vois, et franchement, ça vaut le coup d'être vraiment mis en avant. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, quand on a commencé, je me souviens, les premiers vidéopreneurs, quand ils étaient face à une problématique business, ils se disaient, OK, dans cette situation, qu'est-ce que ferait Guillaume? Qu'est-ce que ferait Antoine, tu vois? Ah, c'est Et vrai. puis ils avançaient comme ça. Puis en fait, ensuite, il y a eu une deuxième génération. Puis ensuite, il y a eu une troisième génération. Puis ensuite, il y a eu une quatrième génération. Tu vois, j'étais à Lyon avec des vidéopreneurs récemment. Et nous, on a un système de parrain-filleul. Et tu vois, il y avait Théo qui a comme filleul Camille. Camille avait comme filleul Raphaël, Marine et une personne qui s'appelle aussi Antoine. Et tu dis, bah, tu vois, on avait trois générations. Et en fait, aujourd'hui, Marine, quand elle a une situation business, elle se dit, qu'est-ce que ferait Camille? Camille se disait, bah, qu'est-ce que ferait Théo? Puis Théo se Théo. disait, bah, qu'est-ce que ferait Vaïté? Puis Vaïté se disait, bah, qu'est-ce que ferait Guillaume ou Antoine? Tu vois? Et en fait, Ouais, c'est ça vrai. crée effectivement un arbre avec toujours, bien sûr, nos valeurs, nos ambitions et notre philosophie et ce fameux job d'être un vidéopreneur et qui crée en fait ce fameux écosystème et qui, bon voilà, on se répète un peu, mais qui fait que derrière on a un avantage pour aller créer une agence et je trouve ça super puissant. Et ça, moi je me suis énormément inspiré de mon expérience quand j'ai commencé dans un cabinet de recrutement. Tu vois, bah, tu connais mon manager, Ouais. mon N plus 1, il s'appelle Momo. Et donc, tu vois, bah, moi, je me disais, bah, voilà, comment être Momo, tu vois. Et Momo, lui, il Ouais. avait un autre manager, puis l'autre manager va être manager, etc. Et puis ça, depuis 10, 15, 20, 30 ans, tu vois. Donc, en Ouais. fait, il y a un mec à la base qui a créé ça, ou peut-être deux mecs, tu vois. Puis Ouais, c'est ça. aujourd'hui, en fait, cette boîte-là, elle a 30 000 consultants dans le monde, tu vois. Voilà, Ça, c'est vrai. et nous, tu vois, on est en train de réussir à mettre en place, bah, justement, ce meilleur des deux mondes. Ouais. Mais c'est intéressant parce que tu sais, une fois, on m'a posé une question à un dîner là où il y avait plein d'entrepreneurs. On me dit, mais comment on fait pour créer ça, quoi? Que les gens soient autant dans cette philosophie et du coup, ça les aide sur tous les plans. Et j'ai pas su répondre. J'ai dit, en fait, j'ai pas envie de dire. J'ai dit, bah, en fait, déjà, moi, je suis dans la communauté. Moi, je leur parle à tous ces gens, tu vois. Là où les gens, des fois, ils sont un peu à distance et tout. Mais du coup, vas-y, je te demande comment tu crées une philosophie de vie. Bah, tu vois, Et une philosophie qui est appliquée, répétée, sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. bah, au début, en fait, il faut la pratiquer. Tu vois, il faut être dans l'action. Il faut se retrousser les manches avec tes clients. Voilà, il faut montrer que tu es là. Il ne faut pas se cacher. Tu vois, il ne faut pas être le prof de sport, tu vois, en jogging qui Ouais. fait courir tout le monde et qui a du bidou. Tu vois, j'aime bien cette image. Tu vois, il faut transpirer avec eux, vraiment. Et bon, parce qu'en fait, tu l'as déjà l'autorité. Tu l'as déjà t'as même un côté waouh, on est idolâtré, tu vois, parce que on est les leaders naturels du message et de la compétence, parce on la partage et on la transmet. Et une fois en fait que tu as fait ce premier travail-là, le second travail, c'est de bien t'entourer. Et pour bien t'entourer, bah, en fait, il faut accepter que les succès de ces personnes-là, bah, en fait, ça va faire x10 pour toi. Et donc, il faut accepter de ne plus être la tête d'affiche. Donc, d'un point de vue Mm. égo, il faut réussir à faire de la place. Et en fait, si tu veux, tu fais de la place. Donc, d'un point de vue image, c'est plus toi. Tu vois, je reprends l'exemple de ce que je disais avec les parrains marraines, Marine, Raph et Antoine Pelletier. Ils se disent pas waouh, Guillaume et Antoine, c'est des monstres. Tu vois, ils se disent Ouais. plutôt waouh, ma marraine, incroyable. Waouh, le parrain de ma marraine, incroyable. Tu vois. Ouais. Et, et en fait, il faut accepter ça. Donc de prendre du recul, de laisser en fait les autres briller, bien sûr en choisissant les bonnes personnes hein, et en les accompagnant. Et derrière, en fait, ça fait un effet extraordinaire pour ta boîte. Extraordinaire. Et c'est ce qu'on fait en fait intelligemment. Et c'est ce qui fait que tu vois, encore une fois, quand j'étais dans ce cabinet de recrutement à l'époque, bah, j'avais un N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, N plus 5. Et quand je voyais mon N plus 5, c'était waouh, ça doit être un dieu. Je ne connaissais pas trop, mais j'étais là, waouh, ça doit être un dieu. Tu vois, il doit être trop fort, lui, tu vois. Euh, alors que finalement,
bah, il a le même parcours que mon N+1, mon N+2, c'est juste qu'il a un peu plus d'avance, tu vois, en termes d'expérience, Ouais. de temps, tu vois. Et en fait, pour moi, bah, c'est ces trois étapes-là, en fait, qui permettent derrière de pouvoir créer, en fait, un monstre de communauté avec une philosophie et des valeurs partagées. C'est essentiel. Ouais, clairement. Euh, la suite, petite leçon mindset qu'on a appris. Et en fait, c'est un truc que je m'étais noté. Euh, en fait, c'est abusé comment, peut-être tout ce qui a fait ton succès jusqu'à aujourd'hui et qui le ferait si tu devais recommencer, ne fonctionne pas pour continuer. Par exemple, tu sais, tu connais l'adage Hmm, fait vaut mieux que parfait. hmm, Bah, en fait, à un moment donné, ça s'inverse. C'est parfait vaut mieux que fait en fait. hmm, Vaut mieux faire hmm, parfait, sinon tu fais pas. hmm, Et l'idée, c'est d'avoir. Parce que nous, vraiment, le fait vaut mieux que parfait, je pense on l'a appliqué grave. C'est-à-dire qu'au début, il faut trouver des clients. On va pas faire un système full automatisé, ultra compliqué, machin. On va faire, tu sais quoi, on fait un Google Sheet, basta, voilà, tu vois, ça prend 5 minutes et go. Et ça marche, tu vois, jusqu'à un certain point, c'est ce qu'il faut faire. Parce que tu apprends ta cible, tu fais beaucoup de hmm. choses. Et à un moment donné, ça s'inverse, tu vois. Et là, on est dans ce truc-là d'avoir un système. Parce que forcément, nous, on avait le même système que depuis qu'on avait commencé quasiment. On l'a amélioré, on a rajouté des trucs dessus et tout, mais la base, les fondations restent le même truc. Sauf qu'à un moment donné, quand tu as des plus gros volumes, bah, tu sais, la tâche qui te prenait 2 minutes par semaine, bah maintenant, elle te prend 2 heures en fait. Ouais. T'as quoi à dire par rapport à ça? En fait, je trouve ça, c'est très très avancé ça, je trouve, d'un point de vue problématique Ouais. mindset. Parce qu'en fait, juste pour donner un peu de contexte, c'est que la majorité des gens qui se lancent ou qui se sont lancés et qui, même si ça fonctionne très bien, surfent sur leur succès, ils sont en croisière ou quoi, euh, sont encore torturés sur le côté. euh, c'est imparfait, mais il faut que je le fasse. Ouais. Tu vois, il y a déjà cette première étape qu'il faut réussir à valider. Et nous, on l'a validé. Et je sais toujours pas comment on a réussi, parce qu'en plus de ça, nous, encore une fois, on a une cible exigeante sur la forme, sur l'image, et c'était pas de loin pas parfait, tu vois. Mais ça Ouais. nous permettait d'avancer. Déjà, on a fait un Et podcast. Je pense, en bah vrai, oui, tu prends d'un point de vue c'est vrai, rationnel. Bon, allez, c'est vrai, c'est vrai, c'est pourri. c'est vrai. Clairement, comme nous avait dit Caroline Mignot, c'est le contenu pour les moches. Ah ouais, voilà. Tu te souviens de ça? Moi, je me rappelle Bah même plus. ouais. Mais oui, c'est vrai, bah voilà, on a été très pragmatique. Donc ça, c'est la première étape. Et effectivement, bah, il y a un moment, ben t'es dans ton rythme de croisière et là il faut challenger en fait que pendant 2 3 ans tu t'es dit non vas-y fonce et derrière tu corriges. Et là il faut te dire non en fait maintenant il faut plus foncer. Là maintenant il faut que ce soit top notch, tu vois, il faut que ce soit parfait. Ouais. Tu vois. Il faut que ce soit parfait pour que derrière en fait t'aies plus besoin de courir après ton temps parce qu'effectivement comme tu le disais c'est des grosses machines, il y a du volume etc. Mais faire ce shift là il est pas simple non plus tu vois parce qu'en fait à quel moment, quand tu passes ta vie entrepreneuriale à essayer, à réussir, à échouer, à réessayer, tu te dis, bah, en fait, maintenant, vas-y, il faut que je fasse les trucs de manière parfaite, tu vois. C'est difficile, tu vois. Quand Non, en non, fait, c'est clair. tu martèles ça dans ton esprit et dans tes stratégies, dans les échanges avec tes collaborateurs depuis toujours, tu vois. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, vas-y, maintenant, il faut que ce soit parfait. Mais en fait, quand tu parlais, je pense que c'est pas. Parce qu'en fait, si tu imagines, tu fais une page de vente, bah, il vaut mieux qu'elle soit lancée, même si elle n'est pas parfaite, tu vois. Mais c'est plus le système en back-end, en fait. C'est-à-dire que à la base, la simplicité emmène le résultat. C'est-à-dire que si jamais tu passes 1000 ans à préparer, tu fais rien, t'as pas de résultat, bon, c'est logique, il n'y a pas d'action. Donc, le fond du truc de fait vaut mieux que parfait, en fait, c'est fais un truc simple, fonce, vas-y, et t'auras du résultat. Sauf qu'en fait, quand tu fais ça et que t'appliques ça, au bout d'un moment, t'as beaucoup de résultats. Hmm. Sauf que la simplicité, bah, c'est simple. Donc, c'est que tu dois passer beaucoup de temps à faire des trucs. Par exemple, je sais pas, tu as un client, peut-être que là, tu vas devoir renseigner, je sais pas, une fiche. Alors que quand tu as 2 clients le mois, tu remplis 2 fiches. C'est bon, mais quand tu as 50 clients par mois, tout d'un coup, c'est hallucinant. Tu passes un temps fou, même mental, à te dire, putain, il faut que je remplisse les fiches. Voilà, dans cet exemple-là. Et en fait, la complexité, plus tard, ça emmène la simplicité qui emmène le résultat. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut un truc parfait. C'est parce qu'il faut d'abord se casser la tête pour faire un truc. Quand je dis complexe, c'est juste que là, tu peux plus avoir de zone d'ombre. Tu vois, c'est genre, ok, la donnée, elle est là, elle va là, elle fait ça, elle va là, elle est envoyée là, c'est traité comme ça. Tout est clean. Pareil, tu as des process, tu as des équipes, donc faut pas qu'il y ait de zone de on comprend pas trop ce qu'il faut faire, tu vois. Faut que ce soit carré, clean le plus possible.
Et en fait, je pense que la logique, elle est plus là-dessus, c'est que tu as besoin d'une complexité pour ramener de la simplicité, et ensuite pour avoir du résultat. C'est juste que tu as cette étape-là. Mais, mais après, le fait vaut mieux que parfait. Je pense que c'est pas genre tu dois changer, c'est plus tu dois intégrer maintenant le fait que tu ne peux plus perdre une minute sur un truc qui a pas de valeur, tu vois. Genre, comme j'ai dit, remplir une fiche, je sais pas quoi, tu vois. Mais tu vois, moi, pour ce que tu dis, je l'ai vécu en tant que, tu vois, manager dans des entreprises où, en fait, bah, dans les grosses boîtes, tu as des fonctions support, donc qui sont là, en fait, par définition, pour supporter, en fait, les équipes qui apportent le service ou le produit ou la valeur ajoutée de la boîte et la promesse. Les fonctions support, je pense notamment à un service, c'est le service IT, tu vois, le service informatique. Ouais. Si, en fait, il n'y a pas ce côté, on va chercher en fait à faire le truc le plus parfait, le plus simple, le plus rapidement possible, ça devient une usine à gaz. Parce que tous les process changent, tous les outils changent, dans tous Ouais, les clairement. services. Tu prends une boîte de 1000 personnes, 1500 personnes, ben, en fait, je sais pas moi, tu as 15, 20, 30, 50 personnes qui t'appellent tous les jours. J'ai un problème avec Internet, j'ai un problème avec mon VPN, j'ai un problème avec cet outil, ça s'ouvre pas, j'ai un problème avec ma boîte mail, qu'importe. Mais c'est en fait une usine à gaz. Et comment tu combles ça si justement t'es pas allé chercher la- 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 le process le parfait, le simplifier, le rendre optimal, bah, c'est en recrutant. Bah, ok, il me faut plus de personnes. Et c'est un Ouais, gouffre financier. Il clairement. faut former ces gens-là. Il faut les accompagner. Ah, ils partent parce que c'est dur, parce qu'en fait c'est le bordel. Ok, bah, il faut recruter encore. Il faut peut-être payer des cabinets de recrutement. Enfin, c'est un délire. Un délire. Et en fait, et là tu te retrouves après, dans des grosses boîtes, à avoir un déséquilibre entre parce que les fonctions support sont des centres de coûts pour l'entreprise, versus tu vois, d'autres services qui sont des centres de profit, c'est souvent les services de vente. Où en fait, bah, tu as t'as le grand Manitou, le numéro un, le numéro 2, qui dit putain, mais en fait, le service IT, c'est un gouffre financier, quoi. Et en plus Ah de ouais. ça, il nous rapporte pas de thunes. Tu vois, tu vois et parce qu'en fait, c'est trop tard. Bah ouais. Tu vois. Mais c'est vrai que des fois, il faut tout péter et tout Ah ouais. refaire. Mais en fait, quand t'es entrepreneur, je me suis dit, mais t'es obligé de passer par là, tu vois, parce que, imagine, tu marches au début. Je mets des paliers de chiffre d'affaires, par exemple, je sais pas, jusqu'à tes 100 000 premiers euros, bah ouais, c'était pas très organisé, c'est pas très grave, tu vois. Hmm. Après, tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter, et à un moment donné, bah, on t'arrive à ce truc-là, et en fait, c'est que ta fondation, elle est pourrave, en fait. Si ta fondation, Hmm. c'est des Google Sheets, bah en fait, ta fondation, elle est pas ouf, et il va falloir prendre Hmm. des outils beaucoup plus high level pour commencer bah, avoir un truc ultra carré, en fait. Et il va falloir Hmm. aussi te former peut-être sur... C'est là où je me suis rendu compte, mais en fait, si tu sais pas utiliser les outils du web, tu vas faire les automatisations et tout, en fait, en ligne, t'es enfin, en tout cas, en vendant, t'es en formateur, t'es dans la merde, hein. Ça, c'est une Hmm. compétence, personne ne parle. Mais si tu l'as pas, tu peux pas monter un business en ligne, en fait. Ouais, c'est vrai, clairement. Et à un moment, tu es clairement limité, tu vois. Ou, encore une Ouais, fois, bah, tu recrutes et ben, derrière, ouais, en termes de marge, c'est moins intéressant aussi. Tu vois, c'est un réflexe qu'on peut facilement avoir, c'est de recruter pour recruter, parce qu'en fait, tu vois, recruter... en plus, c'est pas une bonne idée de recruter en mode pompier, tu vois, genre, ouais, c'est le feu et j'ai besoin ouais. de quelqu'un Tiens, pour éteindre automatise. l'incendie. Ouais, ouais, exactement. Tiens, vas-y, tiens la patate chaude. Euh, je pense que tu dépenses beaucoup d'argent pour avoir peu de résultats finalement. Mais oui, je te rejoins. Je te rejoins complètement et ça peut très vite devenir une limite en fait en termes de croissance. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est intéressant de le voir, de le voir comme ça, qu'à un moment donné, je pense qu'il faut tout péter, tout refaire sur des vrais systèmes. Mm. Et après, t'as jusqu'au prochain palier, ou voilà, tu vois. Mais effectivement, tu vois, parce que la moindre erreur de process, quand tu fais peu, bah, elle te coûte quasiment rien, tu la vois pas. Par contre, à beaucoup plus haut niveau, elle coûte beaucoup d'argent, tu vois. C'est ce que tu dis avec les fonctions support, finalement. Ouais, et Euh, encore une fois, il y a des étapes, hein, tu vois. Encore une fois, ouais, c'est ouais. important de comprendre que c'est pas la prio, hein. Tu l'as très bien dit, les 100 premiers milliers d'euros ou 200, Ah 300. oui, En fait, je pense que le plus important au début, ça reste l'offre, ça reste le marketing. Euh, et si vous êtes très bon pour vendre, euh, vous pouvez bricoler jusqu'à un certain volume. Et souvent, on parle de chiffre d'affaires pour que ce soit compréhensif pour tout le monde. Mais après, il y a un moment, tu peux être une star en termes de marketing, tu peux avoir le produit parfait, et à un moment, tu te fais rouler dessus. ah oui. Et donc, en fait,
on perd en sens, puisque on profite même plus de notre zone de génie, on éteint des incendies, et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il faut bosser la partie plus process. Ouais, mais c'est vraiment, je pense, c'est vraiment ce truc-là, la simplicité emmène le résultat, et au bout d'un moment, en fait, ta simplicité, elle prend tellement de temps qu'il faut que tu fasses de la complexité qui emmène cette simplicité au quotidien, qui va t'emmener le résultat. Mais en fait, il faut pas griller les étapes. Effectivement, on a vu, je sais pas combien d'entrepreneurs qui disent, peut-être des fois même des questions du genre, ah, je sais pas si d'abord j'envoie un mail, après j'appelle, après je fais une relance, Oui, J oui. plus 7. Je dis, tu sais quoi, fais n'importe, on s'en fout en fait, fais-le juste. Exactement. C'est toujours un bon moment pour prospecter les Euh, clients. appelle, voilà, appelle, plus simple, je suis au téléphone au moins. Mm. Donc Exactement. voilà. Euh, donc après, bon là, je parlais de la migration. Et un truc qu'on a fait, je voulais revenir dessus, voir un peu ce que tu en pensais. On est venu à Paris, je sais pas si tu te rappelles, pour un workshop Oui, de deux vidéastes qui étaient deux vidéopreneuses, anciennes vidéopreneuses qui l'ont fait. On est venu vraiment pour soutenir et tout, mais c'était cool. Il y a plusieurs points dans ce workshop, comme ça on va y revenir dessus. Déjà, tu as un truc à dire sur le workshop en général, genre non, bah, peut-être notre vas-y. vision. Effectivement, c'était un super moment. C'était très cool de pouvoir soutenir effectivement les Camille et puis Ouais. derrière de pouvoir aussi partager de la valeur. Donc, mais vas-y, je te laisse aller plus Euh, loin. alors là, j'ai peur de poser cette question. En fait, j'ai mis les trucs qu'on a traités, tu vois, donc les erreurs classiques dans les partenariats. Mais du coup, ça, si on parle là-dessus, on a pour une heure, non? De, de l'association? Ouais, parce qu'en fait, tous les deux, on est associés, et Ouais, c'est grave ok. intéressant. C'est trop intéressant en bref, tu vois, de parler des erreurs dans les partenariats, parce que souvent on pense que les erreurs c'est ouais, j'ai pas mon pacte d'associés avec l'alinéa B2 qui a été correctement mis, c'est ça qui a tout foiré. Alors qu'en fait, je trouve que ces trucs-là, on s'en fout. Euh, mais vas-y, je te laisse dire, c'est quoi la première erreur? La première erreur, je dirais, c'est enfin, c'est s'associer pour les mauvaises raisons. Mais qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est en fait se poser la question de est-ce que s'associer, c'est pas une stratégie, oui, s'associer, c'est pas une stratégie d'évitement et que en fait derrière, Ouais, je veux pas en fait assumer mon rôle d'entrepreneur, mon rôle de chef d'entreprise. Euh, et en fait, tu vois, déléguer peut-être des responsabilités qui sont les miennes, en fait. Je dirais que, tu vois, je pense à ça, là, naturellement. Après, il y en a d'autres. Et ça, c'est en plus mon passif de chasseur de tête, c'est de faire plein de vérifications humaines avant de s'associer, ouais, qu'on n'a ouais. pas nécessairement réalisé non plus, toi et moi, même si on s'est engagé sur des petits projets pour voir, tu vois. Mais je pense que c'est intéressant aussi de faire ces vérifications. Je vous donne un exemple classique. Demain, vous discutez. Vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, vous discutez avec quelqu'un d'autre, vous dites tiens, mais en fait, super profil pour aller plus loin et pour s'associer. Ben, en fait, toutes les conversations que vous allez avoir, vous allez brainstormer, ça va être le feu, ça va être incroyable, Mm. évidemment. Mais c'est pas ça que vous recherchez. Vous, ce que vous recherchez, c'est quelqu'un aussi qui derrière délivre, quelqu'un qui partage une vision aussi propre à la vôtre, mais derrière qui surtout l'applique. Et ça, en fait, pour le valider, c'est difficile. Donc c'est pour ça que ça passe par d'autres bons réflexes pour valider que en fait, cette personne-là peut bien délivrer une vision commune, et c'est faire des références, c'est présenter cette personne à d'autres, je sais pas, votre copain, votre copine, des amis à vous qui n'ont rien à voir avec le business pour voir si humainement ça colle. Mm. Voilà, je pense à des petites choses comme ça, mais je dirais surtout, voilà, stratégie d'évitement, le plus important. Bah non, bah, totalement aligné. Et ouais, il y avait une phrase que tu avais dit, mais c'était pas dans ce workshop, c'était avant, je sais plus dans quel contexte. Tu avais dit, tu sais, dans le port, tous les bateaux sont bons, il faut regarder en tempête si le bateau il tient la route, Exactement. quoi. Mm. Et en fait, je trouve que la plus grosse erreur, c'est effectivement s'associer à la mauvaise personne, mais tu peux pas savoir à 100% avant, en fait. Parce que même s'il est bon, si on parle en palier de chiffre d'affaires, hein, parce que bon, pour regarder ça, imagine il est bon pour les 100 000 premiers euros, bah, peut-être qu'à 1 million, il va vriller, en fait. Tu vois, mais Mm. ça, tu peux pas le savoir. Mm. Et je trouve que je pense une des règles fondamentales à les regarder, mais dans des interactions du quotidien, je veux dire, c'est à quel point la personne te comprend dans ta réalité, tu vois. Mm. Tu sais, je sais pas, je te donne un exemple vraiment nul. Je sais pas, tu vas au restaurant et t'aimes bien avoir un mur derrière toi. Je te dis une connerie. Si la personne elle te dit, ah bah tu préfères avoir un mur derrière toi, mets-toi là, tu vois. Bah, c'est déjà un signe qui te comprend dans ta réalité. Même si Mm. c'est un peu débile là, mais. Et ça, je pense que c'est vraiment, je pense, le truc le plus important. Parce que si ça c'est validé, même si, bon,
il a peut-être pas toutes les compétences, voilà, mais ça s'apprend, tu vois. Et, Complètement. et en fait, ça fera un bon partenaire pour tout. Voilà, mais effectivement, quand tu fais une session de brainstorm, tu t'associes avec tout le monde, hein. Ah ben exactement, tellement. Quand t'exécutes, c'est autre chose, tu vois. Je me souviens de nos premiers échanges de la première année, disons. Mais le WhatsApp, c'était messages vocaux, nouvelle idée business sur messages vocaux, nouvelle idée business, quoi. C'était Bon, tellement c'est un peu drôle. le cas. Des fois, aujourd'hui, tu parles à quelqu'un ou quoi, tu envoies un message, tu fais mec, j'ai une idée et tout. Après, on peut plus focus, mais on a quand même plein d'idées. Ah, mais on l'a toujours. Mais Ouais. moi, j'ai vraiment ce souvenir, à l'époque, je vivais à Montréal, de ah, j'ai un message vocal de Guillaume, je vais l'écouter, c'est un mec, viens, on fait ça, on fait ça. Et moi, je suis là, ah ouais, attends, une autre idée. Et j'ai l'impression que c'était Ah oui, que c'est ça, tu vrai. vois. Vraiment, c'était que C'est ça, que ça, que ça, tu vois. Tu vois. Aujourd'hui, vrai. effectivement, on est toujours voilà, on est un peu des aspirateurs à idées, tu vois. On pense à plein de choses et c'est normal. Mais c'est quand même beaucoup moins le cas, tu vois. Mais mon Ouais. point, c'était juste, effectivement, tu discutes avec quelqu'un avec qui ça fit bien, qui comprend un peu le business. Bien sûr que tu peux t'associer avec n'importe qui, mais il faut valider plein de choses avant ça. Non, non, je te rejoins complètement, en tout cas, sur tous ces points. Et C'était le cool, deuxième truc. c'était cool ce Mhm. sujet. Ouais, ouais, grave. De toute façon, on a préparé un petit podcast, on pourrait en parler de notre expérience, parce que bah, du coup, ça Mm. fait longtemps qu'on est associés. euh, de parler un petit peu comment ça se passe, comment on a fait, qu'est-ce que selon nous est important. Et moi, il y a un deuxième truc que j'ai vraiment retenu. Alors, après, au moment, on a parlé de CRM et tout, mais bon, c'était sympa, tu vois, il y a plein de trucs intéressants à parler sur les CRM. Mais moi, vraiment, le truc qui m'a un peu. Je me suis dit, ouais, mais c'est un outil de fou, et je le connaissais en plus, mais je sais pas, je l'ai jamais vu comme ça. C'était le truc de la Customer Journey, là. Tu te Mm. rappelles de ça? En fait, Oui, oui. moi, le truc que j'adore avec ça, c'est que la Customer Journey, c'est 6 étapes de ton prospect qui va de est-ce qu'il te connaît, s'il te connaît, voilà, il te connaît, il passe pas à l'action, il te connaît, il passe à l'action, tu vois, enfin, en gros, ça découpe un peu tout comme ça, jusqu'à ça devient un ambassadeur. Et en fait, toi, ton meilleur plan marketing, c'est de faire, donc là, on parlait de contenu vidéo, mais je pense que ça marche pour tout, de prendre ce truc-là et de voir c'est où le 20-80 là-dessus. Mm. Tu vois, et c'est que moi, tout de suite, je me suis dit pour les vidéopreneurs, mais c'est au début le 20-80 en fait. Les gens nous connaissent. Enfin, on n'a pas beaucoup d'outils pour se faire connaître de manière organique. En fait, on a le Mm. podcast, on a Insta, on bricole un peu dessus, mais voilà. Et YouTube, on postait plus rien. Et c'est là où tu vois le 20-80, et je pense que c'est un vrai travail à faire très régulièrement. Tu prends la Customer Journey, tu check, tu dis, ok, c'est où que j'ai un souci? C'est en conversion, c'est en onboarding, est-ce que les gens, ça devient tous des ambassadeurs? Enfin, tout ça, tu vois. Mm. Complètement. Je te rejoins complètement. Et quelque part, dans les différentes phases de vente, effectivement, on peut grave progresser sur la partie acquisition. Mais une fois en revanche que on a le client et qu'il a Mm. signé, derrière on convertit vraiment bien pour l'upsell et pour aller plus loin, tu vois. Mm. Parce que tu vois, il a goûté à la sauce magique, à la sauce secrète, et on fait les bons suivis, et puis très rapidement, en fait, on transforme très rapidement un client en ambassadeur, nous, tu vois. Ouais. Tu vois, et donc on est très bon pour la fin finalement du voyage du client, mais on doit encore bien bosser effectivement sur le début. Ouais, c'est ça. Même après, tu vois, sur les suivis et tout, il y a plein de choses à faire. Mais en fait, Mm. ce que j'adorais avec ce truc-là, c'est que pour moi, ça a deux valeurs, la Customer Journey. La première, c'est effectivement pour toi, 20-80, machin, tu vois tout. La Mm. deuxième, c'est que quand tu vas présenter ça à un client, en fait, ça te donne une analyse de c'est où son business, c'est quoi aller Mm. regarder. Ouais, c'est vrai. Et, Mm. euh, et en fait, parais, enfin, tout de suite, t'es pro, quoi. Genre, Enfin, là, quand Paul, il a présenté, qui est la personne qui a fait cette présentation, bah, moi, je suis client. Là, franchement, j'avais rien à acheter, mais j'étais prêt à acheter, tu vois. Euh, donc, donc C'était ouais. vrai, c'est un superbe outil, un bon rappel aussi, je pense. Parce on a tous. Moi, je l'avais déjà vu ce tableau, mais c'est vrai que tu oublies, tu vois. Ouais, Et donc, ouais, clairement. c'est un superbe outil. Mais tu sais, c'est typiquement le genre de tableau comme Aïda. Tu sais, Mhm. oui, en fait, oui, je comprends, mais je m'en fous, tu vois. Tu Mhm. sais, t'apprends rien, t'apprends Aïda, tu te dis pas, what the fuck, qu'est-ce que j'ai appris? Ouais, ça paraît assez logique. Et là, comment il a présenté, je me suis dit, ah, mais c'est un outil de fou, en fait. Et quand Ouais, tu regardes le clairement. cours de HubSpot sur c'est quoi la Customer Journey, t'apprends rien, tu vois. Bah oui, Mhm. forcément, faut que tu te fasses découvrir, faut que tu te convertisses, enfin, tu sais, c'est des trucs basiques que n'importe qui sait, quoi. Mais bien présente, enfin voilà, bref. Au pire, on fera venir Paul un jour. Il nous parlera de la Customer Journey.
Ouais, carrément. Ah, j'avais un point, voilà, c'est plus un point léger que j'avais noté. C'est. Parle-nous. Bon, alors, ça s'est pas fait au final, ça t'es pas passé par ça, mais. Tu sais, à un moment donné, tu voulais acheter, enfin, tu veux toujours acheter d'ailleurs, mais t'es passé par une autre banque, mais il y a une banque, elle t'a demandé un truc et tout. Je sais Ah pas oui. si tu te rappelles. Ouais, en fait, j'ai un projet d'investissement immobilier perso. Donc, c'est acheter en fait une maison dans laquelle on vivrait avec ma petite famille, donc une résidence principale. Et, euh, et donc, j'ai mon courtier hypothécaire qui. Non, non, pardon, c'était mon courtier hypothécaire. Je sais plus. Bon, c'était une banque. Non, t'as raison, c'était une banque, pardon. C'était une banque. Oui, c'était une banque, pardon. Qui me demandait en Ouais. fait tu vois, des documents pour voir dans quelle mesure, eh bien, en termes d'endettement, ça fonctionne ou pas. Sachant qu'en France, une banque accepte un taux d'endettement de 35%. Donc, avec mon épouse, on est déjà propriétaire de quelques appartements, etc. Donc, on est un peu limite. Et un autre point qu'il faut prouver pour réduire le taux d'endettement, c'est évidemment sa rémunération. Et donc, on se rémunère avec Guillaume, on se verse chacun un salaire. Et là, pour Ouais. favoriser mon dossier, je me suis versé un salaire plus important. Ah, je fais Euh, une petite pause. Vas-y. Tu vois, quand on disait l'association comprend l'autre dans sa réalité, tu vois, si là Ouais. t'es un coach, je fais, ouais, je veux le même salaire, vas-y. Tu vois, Hmm. là, tu vois, c'était un non-sujet, voilà. Ouais, c'est parenthèse fermée. Très bonne parenthèse. Et donc, je partage tous les documents, etc. Bon, plutôt confiant, on fait des petits calculs, ça devrait fonctionner. Et puis là, la banque nous rappelle et nous dit, écoutez, ça va pas là, la rémunération que vous proposez, Antoine. Euh, Vous avez un associé, vous avez chacun 50% des parts. Pourquoi vous avez deux fois plus de salaire que votre associé? Euh, Pourquoi? Bah, en fait, pourquoi tu veux cette info, quoi? Enfin, je fais ce que je veux, quoi, tu vois. Ouais. On est tous les deux à la tête de nos boîtes, on s'est mis d'accord. Enfin, quel est le sujet? Ah bah non, non, c'est pas possible. Écoutez, s'il a deux fois moins de salaire, ben écoutez, prouvez-nous qu'il travaille à mi-temps. Mais en fait, c'est quoi le rapport, quoi? C'est- Ouais. C'était marrant. Nous sommes chefs d'entreprise, donc en fait, on compte pas notre temps. Potentiellement aujourd'hui, j'ai fait plus d'heures que Guillaume et demain c'est l'inverse. Enfin, la question n'est pas sur la quantité de temps et encore moins sur la rémunération. Euh, En fait, vous prenez ces informations-là et vous me faites pas chier en fait. Enfin, je veux dire, en fait, c'était très drôle de se dire, mais en fait, c'est quoi leur pensée d'un point de vue process, peut dire, mais en fait, non, tu peux pas avoir deux fois plus de salaire que ton associé, et, sauf s'il travaille à mi-temps. Enfin, ça n'existe pas un chef d'entreprise qui travaille à mi-temps, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas de contrat qui dise, bah voilà, puis alors moi je suis chef d'entreprise à mi-temps. Ouais, Voilà, c'est. je suis à 50%. Enfin, c'était très drôle. C'était très drôle, mais on l'a pris avec de l'humour, parce qu'en fait, c'est juste c'est incohérent. En fait, quand tu es dans une logique business, que tu gères un business, que tu es toujours dans l'optimisation de la création de valeur, et que tu vois des petites barrières comme ça qui arrivent qui n'ont aucun sens, bah, en fait, t'en ris parce que tu dis, bah, c'est pas toi, petit entrepreneur qui va changer la donne, tu vois, du système Ouais. finalement. Donc, effectivement, je t'en avais parlé, toi, t'étais mort de rire, je me souviens. Ah non, j'étais mort de. Euh, Je l'ai noté. Non, pour ça, je l'ai noté. Je me suis dit, c'est fait, faut que je m'en rappelle, quoi. et je me souviens, je t'avais pas appelé, je t'ai dit, voilà, il faut que tu me fasses une lettre signée qui C'était à explique que. Paris. Bah, c'était pour le Oui, workshop. On était oui, dans c'était le ça. train. Hein. D'ailleurs, j'ai payé la Euh, première classe dans le train. J'ai passé tout le train dans le wagon-bar. c'est vrai. Ah, elle me Et disait, voilà, il me faut une lettre signée de votre associé qui dit, oui, j'ai travaillé à mi-temps, il n'y a pas de problème. Ah, c'était drôle. non, mais... Ah ouais, non, mais c'était. Tu m'avais dit ça, j'ai dit, mais what? Ça, c'est tellement incohérent. Et il y avait un autre truc, mais ça, c'était il y a longtemps, mais quand j'avais dû mettre le RIB sur le Ah ouais. site du CPF. Hmm. Alors, je vous donne le moment, mais on est déjà agréé. Il y a tout qui a été fait, on est accepté, machin, et je dois juste mettre un RIB, tu vois. Oh là, le process pour mettre le RIB, tu dois, tu dois remplir numériquement, c'est pas à la main, numériquement, une feuille. Tu dois l'imprimer, tu dois Scanner. la signer à la main. Ouais. Tu peux pas la signer, genre celui-là, moi je l'ai signé numériquement en me disant, ouais, ils disent à la main, mais tu sais, il veut dire manuscrit, tu vois, donc je l'ai signé, mais voilà, il me dit, ah non, non.
Et en fait, à chaque fois, j'avais des erreurs. Donc, il y a 2 semaines de traitement, ça a mis 6 mois pour mettre un RIB. et, euh, et en gros, tu dois l'imprimer, la signer manuellement. Surtout pas faire de photos. Parce que j'ai envoyé un JPEG. Il disait, vous avez envoyé un JPEG, on attend un PDF. Et du coup, j'ai dû la scanner. Enfin bref, il y a eu plein d'erreurs comme ça. J'ai plus toutes les erreurs, mais genre pendant au moins 5 fois, il y avait un truc qui allait pas. Et moi, j'ai envoyé un mail, j'ai dit, mais dites-moi tous les trucs à respecter. Parce que je crois qu'ils disent, ah, ça va pas. Et t'as 2 semaines de traitement après. Ouais, J'ai c'est pété un délire. plomb. J'ai dit, mais what the fuck. À un moment, quand le RIB, je me rappelle, j'étais dans le train, le RIB est accepté. J'ai jamais été aussi heureux de ma life, alors que c'est un truc nul. T'as l'impression de jouer à un jeu vidéo, mais tu comprends pas les règles, quoi, tu vois. Mais en fait, non, mais en fait, tu sais, c'est comme si tu joues genre, c'est pas une très bonne analogie, genre tu joues à un jeu vidéo, mais sauf que quand t'avances, on te dit, ah non, tu peux pas avancer en fait. Ouais, c'est Ah, ça. tu vas à droite, ah là, ça, tu peux ça. Mais en fait, on te donne pas les infos direct. Et du coup, t'es là, tu te dis, non, mais juste, tu peux pas me donner, genre, tu me fais un tuto et tu m'expliques tout ce qui marche, tu vois. Ah, c'était fou, ça. Ça, c'était Donc fou. voilà. Mais et encore, tu vois, dans ce malheur, on avait quand même des réponses, tu vois, avec des Ouais. indications. Parce que parfois, on a des réponses génériques. Tu vois, il y a un problème, mais on sait pas ce que c'est. Ah Voilà. ouais, ça, c'est. Mais il y a un problème. Et c'est à toi de trouver, tu vois, le jeu commence. Ouais, Ben, tu vois, on en revenait tout à l'heure sur les process, quoi, tu vois. Ouais. Là, c'est comment tu combles, en fait, un manque de process et de simplicité, ben, en fait, en recrutant des gens et qui, elles-mêmes, en fait, comprennent pas le process et à chaque fois vont voir, en fait, ce qui fonctionne pas, ils vont te donner juste une réponse incomplète, tu vois. Donc, c'est vrai, ça fait perdre du temps. Mais ça, c'est dans l'administration. Alors, c'est un peu dans tous les pays, hein, c'est pas forcément la France. D'ailleurs, la France, en vrai, quand j'entends genre l'Espagne ou plein d'autres endroits, franchement, la France, l'administration, en vrai, elle est pas si nulle, hein. Mm. Je vais vous dire le niveau des autres, hein. Euh, Mm, mm, mm. mais c'est qu'en fait, ils veulent. Peut-être tout doit être dans une case, tu vois. Donc, on peut pas mettre un truc un peu générique et voilà. Tu sais, même des fois, il y a des formulaires, ils te remplissent est-ce que t'es un homme ou t'es une femme. Mais en fait, non. En fait, on s'en fout. Tu sais, pour mettre le RIB, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais il faut mettre une case à tout. Ah, c'est clair. Et C'est clair. ça bloque tout, quoi. Bah voilà, écoute, c'était ça le petit sujet. Après, j'avais mis des trucs perso, mais bon, on pourra le refaire sur des trucs perso. L'idée, ce serait de répéter ce format-là plus tard, sur qu'est-ce qu'on a mis en place, tout ça. Bah, Bah tiens, carrément. peut-être dernière partie. Dans 3 mois, on en est où? Donc, on est en mai. Je pense qu'on a déjà, on a signé, c'est sûr, nos premiers contrats pour l'agence. Je vais parler surtout de l'agence parce qu'en réalité, enfin, quoique, la gestion du business du mastermind leadpreneur, je pense qu'on est très proche d'un self-managing business où en fait, Ouais, on est bien entouré, on a les process, c'est carré, c'est clair, puis ça avance en fait. Tu vois, là, je ouais. vois vraiment très 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 peu de zones d'ombre, vraiment très peu. Euh, Bah après, la seule, la, ouais, ouais. la seule inconnue que nous avons, on pourra peut-être y trouver la réponse. Je pense qu'on va la trouver plus tôt. Je pense qu'on va la trouver mars-avril. C'est la limite du pipe d'un point de vue pub. Je pense Ouais, qu'on va vite trouver les infos. Euh, donc, et je pense que ça va être aussi d'ailleurs un déclencheur d'ouvrir le scope des profils. ouais. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on accompagne des vidéastes, mais la réalité, c'est que on a. Je t'aurais dit ça il y a 6 mois, je t'aurais dit il y a 95% de vidéastes. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est 85-90% de vidéastes. Tu vois. On commence à avoir de plus en plus de créatifs qui ne sont pas vidéastes. Ils sont soit Ouais. photographes, soit graphistes. On en a de plus en plus. Motion designer, on en a aussi de plus en plus. 3D. Et en fait, c'est très intéressant parce que on se rend compte que naturellement, avec notre discours, notre message, eh bien, en fait, on attire tous les créatifs entrepreneurs. Mm. Bien sûr, les métiers ne sont pas les mêmes. Et moi, personnellement, je ne sais pas à quoi ressemble le métier d'un mec qui fait de la 3D. Tu vois, tu vois dans purement technique et dans le discours commercial, quand on parle de l'offre, je ne sais pas. En revanche, Ouais. c'est le même process pour vendre la prestation de service, parce que c'est une prestation de service qui n'est pas réalisée. Donc je pense qu'on va de plus en plus ouvrir aussi ce scope-là. Et d'un point de vue agence,
Bah, en fait, je pense que là, on va être en branle-bas le combat, tu vois, parce que je pense que ça va fuser un peu dans tous les sens, on va avoir des demandes, et là, on va commencer à structurer pas mal de choses. On va Ouais. découvrir ouais, je pense qu'on va, tu vois, là, on va un peu éteindre des incendies à gauche à droite, et on va commencer à bien structurer le process. Ouais, ouais, non, c'est clair que. C'est vrai que l'agence, je pense qu'elle va se lancer rapidement. Et tu sais, je t'avais parlé de ça dans un point qu'on a dans les vidéopreneurs. Le fait que j'ai l'impression que le train, sur tous les projets, il va super vite. Tu sais, genre, Ouais. autant avant, je voyais les étapes et je me disais, ouais, en décembre, on sera à peu près là et j'arrivais à voir. Là, j'ai aucune idée de en décembre, on est où, tu vois. Genre, ça va tellement vite que je sais pas. Je peux pas m'engager, j'en sais rien. Hmm. Mais C'est ouf, hein. en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se mettre de limites, tu vois. Ouais, Et ouais, qu'en ouais. fait, moi, ça me va très bien de sous-estimer finalement notre état d'avancement au mois de décembre, tu vois. Oui, clairement. Mais, Non, mais, mais parce que j'aime bien en fait, le. ouais, vas-y. Non, non, mais là, c'est même pas que je sous-estime, je surestime, j'ai l'impression que ça va tellement vite, je sais pas, tu vois. Je Ouais, saurais ouais. pas répondre. Et mais ça me va aussi. Ouais, et en fait, parce qu'on a aussi une certaine expérience aujourd'hui qui nous permet d'aller vite, mais sans se cramer. Mm. On n'est pas du tout dans une logique de se cramer. Enfin, on peut mettre des coups de collier, bien évidemment, mais on va jamais se cramer. Tu vois là, dans ce début d'année, on est le 22 février, on fait notre meilleur mois et demi ever dans le début d'année et on a fait plein de choses à côté, quoi. Tu vois, J'étais tu parles malade. juste, voilà, t'étais, bah, bon, Martinique, Rotterdam Mar- Rave. voilà, on a tourné à Toulouse, il y a eu donc le workshop, moi j'étais à Lyon, je suis parti au ski, je suis parti en Italie, enfin Ouais. voilà, oups, Oh, il y a- il y t'as a- perdu ton micro, tout ça, quoi, tu vois. j'ai perdu mon micro, je l'ai rattrapé. Non mais effectivement, voilà, on a cet équilibre-là et c'est cool. Mais oui, je te rejoins, ça va vite, mais ça va vite dans le bon sens, c'est-à-dire Ah ça oui, va oui. pas plus vite que nous. Donc c'est ça qui est cool. Ouais, ouais, non, mais c'est. Moi, je suis fan de ça et j'adore, tu vois, l'agence, on a toutes les bonnes personnes, enfin. Hmm. Tu sais, maintenant, le truc, c'est que c'est trop marrant, c'est que j'adore jouer au jeu de l'entrepreneuriat, tu vois. Tu sais, par exemple, quand on monte l'agence, je me dis pas, ouais, je vais gagner de l'argent, ou je sais pas quoi. Je me dis juste, putain, ça va être un trop bon jeu, je vais m'éclater, quoi. Hmm. Ah, Et clairement. c'est cool d'être dans cette logique. Bon, bah, je pense qu'on a fait un bon tour, hein. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ben, de Abonnez-vous. partager ce podcast à tous les entrepreneurs autour de vous, toutes les personnes qui sont dans la vente commerciale, sales, responsable commercial, directeur commercial, chef d'entreprise d'une PME. Franchement, je pense que en fait, vous devez avoir cette curiosité et quelque part, ça va être peut-être le fil rouge aussi de ce podcast, de vous donner tous les liens, tous les modèles mentaux de ce qui se fait de mieux dans le business en ligne pour les business traditionnels et inversement. Et Mm. en fait, il faut avoir cette curiosité pour ensuite appliquer tout ça à votre sauce et avoir un vrai avantage injuste, compétitif pour tout péter, pour vous aussi dans votre business, quoi. Clairement. Bon, bah, nickel, moi j'ai passé un super moment. Et bah, on se dit à la prochaine. Ouais, carrément. Merci Guillaume pour ce Allez. sujet très cool. Merci à toutes et à tous d'être encore avec nous pour la fin de ce podcast. Et bah, bon samedi, parce qu'on enregistre le samedi matin comme on aime bien le faire. Donc bisous mon Et, Guillaume, c'était très cool. allez, à samedi, pas samedi prochain pour moi, mais à samedi encore d'après, du coup. Yes. Ciao, ciao. Ciao, ciao.